Alors, la menace des cyberattaques est bien présente dans le paysage politique canadien en cette campagne électorale. Comment peut-on expliquer qu'il soit si facile de pirater des groupes politiques et des corporations? Nous en discutons avec un spécialiste en sécurité numérique. Il s'agit d'Alain Guiailly, qui est président-directeur général de GlobeX Data, une firme de Vancouver. Monsieur Guiailly, bonjour. Bonjour Martine, comment allez-vous? Ça va très bien. Dites-moi, expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que les pirates attaquent exactement? Les pirates attaquent d'abord les réseaux sociaux. Et donc, comme les politiciens, comme beaucoup de gens sont très actifs dans les réseaux sociaux, les pirates utilisent l'intelligence artificielle pour former un profil et savoir exactement quel téléphone on utilise et quel courriel on utilise et où on se place, en fait. Donc, ça, OK. c'est la première méthode. Mhm. Ça, c'est comme un vol d'identité, au fond. C'est tout à fait un vol Mhm. d'identité d'une manière digitale, en fait. OK. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font avec ça, les pirates? Comment ils s'en servent ensuite? Alors après, dépendamment de, alors pour les politiciens, évidemment, ils peuvent tout à fait disrupter un peu leur communication. Ils peuvent prendre leur numéro de carte de crédit. Ils peuvent savoir où ils vont faire leurs transactions bancaires, où ils font gymnase. Je viens d'avoir justement un courriel d'une société qui fait des livraisons de nourriture pour les restaurants et ils viennent de dire qu'ils ont eu une attaque hacking et il faudrait peut-être changer mon mot de passe ou peut-être ma carte de crédit. Évidemment, ces sociétés vous rassurent tout de suite, mais souvent, ils sont pris d'attaque. Oui. C'est-à-dire, la plupart des sites utilisent les 3-4 infrastructures les plus grandes qui existent, notamment les infrastructures d'Amazon, Google, etc. Et donc, ces infrastructures sont vulnérables puisqu'elles ne dépensent pas les montants nécessaires, évidemment, qu'il faut pour sécuriser des milliards de personnes, puisque c'est impossible de le faire. Oui, mais ils ont quand même les moyens d'être mieux équipés, j'imagine, surtout les grosses corporations. Alors, ils ont les moyens, mais comme vous le savez, les courriels, par exemple, qui sont gratuits, moi, j'ai dit toujours, il faut utiliser un service crypté. Et les services cryptés, ça coûte de l'argent, puisqu'il Mhm. faut entretenir des machines, il faut des codes spéciaux, il faut renouveler toujours. Et je suis quasiment sûr que la plupart des gens, inclus les politiciens, utilisent un courriel gratuit parmi les deux, trois grands noms que tout le monde connaît, évidemment, qui sont les Mhm. sociétés américaines. Oui. Alors, Monsieur Guillaillet, dans tout ça, dans tout ce que vous nous dites, est-ce que on peut identifier un système informatique à toute épreuve? Est-ce que ça existe? Alors, nous, par exemple, dans notre société, Mm. on offre des services justement sécurisés à des sociétés, à des gens de gouvernement, mais on dit jamais que c'est 100% puisque on dit c'est 99,999%, mais ça existe. Ça dépend aussi de l'activité de la personne, parce que si vous utilisez un service très sécurisé, mais vous êtes toutes les 10 minutes sur les réseaux sociaux, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire il faut réduire son empreinte digitale sociale. Ça, c'est la première étape. Mhm. Et après, utiliser des services cryptés comme le courriel crypté que nous, on utilise. Étonnamment, j'ai contacté quelqu'un qui connaît les partis politiques parce que justement, je regardais la Radio-Canada et à la télé et il parlait justement des hackings, etc. pendant les élections. J'ai même proposé de contacter potentiellement les candidats, mais on m'a dit non, ils n'ont pas le temps pour le moment. C'est après les élections qu'ils auront le temps de discuter Hmm. de tout ça. Pour le moment, ils utilisent leurs propres services. Évidemment, on sait qu'ils utilisent les Gmail et autres. Oui, mais après ça, ça va être trop tard. Si jamais ils se Après font ça, c'est pirater, trop c'est tard. ça. Oui, ils sont piratés. Et même si on est piraté, on ne le sait pas. Souvent, on est épié. Par exemple, avec la messagerie gratuite qui appartient à Facebook, comme WhatsApp par exemple. Et puis Facebook, c'est tout à fait le réseau social. J'ai pas besoin de vous apprendre les hackings qu'il y a eu dans tous ces réseaux, les problèmes de privacy, etc. Et donc, les gens utilisent beaucoup les messageries, les textes instantanés, etc. Donc, rien de tout ça n'est sécurisé. Un politicien, en réalité, surtout dans leur organisation, doit utiliser un système
crypté, ça va coûter un peu d'argent, mais c'est un système crypté qui va quand même les protéger beaucoup plus que quelque chose de gratuit. Mhm. Je lisais quelque part dans un article concernant le piratage, M. Guillaï, il y a des millions d'attaques par jour. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible parce que n'oubliez pas qu'on a à peu près, il y a des milliards de gens sur le réseau Internet. Le réseau Internet a été créé il y a quelques décennies déjà, donc les machines sont plus fortes que l'infrastructure et il y a des millions d'attaques par jour. Effectivement, beaucoup de ces attaques sont arrêtées, mais beaucoup ne le sont pas. Et tout ça a à voir beaucoup avec les dépenses d'infrastructure, des sociétés, des compagnies de télécom. Et c'est une question de budget, tout ça. Il faut Mhm. mettre l'effort et on ne met pas assez d'efforts. Et maintenant, aux médias, évidemment, les gens commencent à apprendre que oui, ce problème est réel. C'est un problème qui coûte 6 000 milliards de dollars américains par an à l'économie mondiale. Et c'est un très gros problème de productivité et autres. Mhm. Si on revenait à la campagne électorale, M. Guillaï, on a entendu parler, bien sûr, du piratage commandité pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. On parle d'ingérence étrangère, entre autres, dans le processus électoral. Comment ça marche? Comment est-ce que ça peut fonctionner et qu'on peut être vulnérable ici au Canada dans notre propre campagne en ce moment? Alors, en ce qui concerne les États-Unis, on ne sait toujours pas qui a piraté quoi, mais c'est vrai, il y a des piratages, évidemment, que ce soit un parti ou l'autre. Au Canada, le problème, c'est que les gens sont trop complacent, c'est-à-dire ils disent que non, tout va bien et on n'a pas ce problème ici, alors que le problème est extrêmement répandu dans le gouvernement et autres. Le Canada est extrêmement vulnérable. Pourquoi? Parce que les fonds ne sont pas investis pour améliorer les Mm. infrastructures et avoir les mises à jour. Et donc ici, nous sommes beaucoup plus vulnérables qu'aux États-Unis parce que les médias ont à peine commencé maintenant à parler de ce problème-là. Et c'est vrai que maintenant il y a des élections. C'est sûr que c'est un sujet assez vif et il faudrait que les politiciens prennent garde à quel genre de système ils Mhm. utilisent. Mais on est beaucoup plus vulnérables ici qu'aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils ont eu leurs attaques, ils ont appris. Et n'oubliez pas, aux États-Unis, les compagnies dépensent des milliards de dollars dans l'infrastructure et dans la Mm. technologie. Au Canada, nous n'avons pas encore cette culture d'investir dans les nouvelles technologies aussi avancées qu'ils le font aux États-Unis. Alors, dans le cas présent de notre campagne fédérale actuelle, M. Guillaï, avez-vous un exemple de ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui serait inquiétant et qui pourrait être attaqué facilement et détourner un peu le discours électoral? Alors, ce qui est le plus inquiétant, ce sont les robots de chat, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais les robots qui sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et autres, et qui vont avoir ce qu'ils appellent les fausses nouvelles, les faux Oui. comptes, et influencer les citoyens à voter d'un bord ou à l'autre. Et tout ça, ce sont des informations qui sont tout à fait fictives, qui sont inventées par des programmes et des robots. Évidemment, il y a des vrais gens derrière qui inventent les scénarios, mais après, ce sont des machines qui influencent la masse. Et la masse, évidemment, est toujours sur le réseau social. Les réseaux sociaux, c'est la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Pourquoi? Parce que la masse est influencée par ce qu'elle voit et lit dans les réseaux Oui. sociaux. Donc, que ce soit un parti ou un autre, surtout avec évidemment le scandale qu'il y a eu récemment avec le Parti libéral et M. Trudeau, par exemple, un autre parti rival pourrait tout à fait influencer le plus possible sur les réseaux sociaux. Oui. Une puissance étrangère comme la Chine, par exemple, qui a des problèmes évidemment on va dire politique avec le Canada, puisqu'il y a des gens détenus en Chine, il y a la CFO de Huawei qui s'est détendue à Vancouver, et donc une puissance comme la Chine pourrait très bien détourner les élections d'un bord ou un autre. Oui. Donc c'est très dangereux, il faut prendre ça au sérieux, c'est très très important, parce que ça influence la vie politique et économique d'un pays entier. Oui, mais ce qui est inquiétant dans ce que vous dites, c'est qu'un autre pays pourrait décider du sort d'un gouvernement chez nous à ses propres avantages. Et je vais même dire que c'est surtout un autre pays qui va le faire. Hmm. Parce que honnêtement, je pense pas qu'un parti
D'abord, les partis canadiens, les partis politiques, ils sont quand même assujettis à la loi du pays. Et donc, si un parti fait ce genre d'influence, si ça se sait, il y a des répercussions énormes. Tandis qu'une puissance étrangère, c'est très difficile d'aller attaquer légalement une autre puissance étrangère, surtout une puissance comme la Chine, par exemple. Je ne dis pas que ce sera eux, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais les puissances étrangères ont beaucoup plus de pouvoir et ils peuvent influencer la vie économique et les influences politiques du pays entier. C'est Mhm. plutôt les puissances étrangères, je dirais, que, par exemple, M. Andrew Scheer qui va essayer d'attaquer le Parti libéral, par exemple. Je ne Oui. trouve pas ça vraiment plausible du tout, ou vice-versa, ou autre. Mais par contre, les politiciens sont vulnérables eux-mêmes à des attaques, parce qu'ils utilisent des services tout à fait insécurisés, Oui, dont les réseaux sociaux dont vous parlez, parce que c'est le meilleur dont moyen de les réseaux communiquer avec sociaux. les gens, c'est ça. Un dernier C'est un point. peu un... Oui, Oui. excusez-moi, Non, non, allez-y. allez-y, allez-y. C'est un peu un cercle vicieux. Il faut les cercles sociaux, Oui. c'est juste, mais il y a quand même le cercle plus intime des partis politiques qui communiquent entre eux, par exemple, le candidat avec son équipe de peut-être une centaine de personnes. Et c'est là où il faut qu'il y ait les communications sécurisées, parce que ce sont ces communications-là qui sont extrêmement sensibles. Mm. C'est pas la communication quand un candidat va parler à ses 100 000 électeurs, par exemple. Ça, c'est public. Mais la communication intra-groupe, c'est ça qui doit être sécurisé surtout. Et que ce n'est pas nécessairement, c'est ce que vous nous dites. Non. Alors, pour terminer notre conversation, parce que vous nous avez appris beaucoup de choses, et on était à l'école de la cyberattaque avec vous aujourd'hui, Monsieur Avec Guiailly. plaisir. J'aimerais savoir, nous, comme citoyens, là, on se sent un petit peu démunis devant tout ce que vous nous dites. Comment est-ce qu'on peut savoir maintenant, d'ici la fin de la campagne, que l'information qu'on voit passer, comment est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux? Là? Avez-vous quelques trucs pour nous pour qu'on puisse savoir dans quelle direction aller avec les informations dont on est bombardé d'ailleurs? Alors là, il n'y a pas de remède à part la logique humaine. C'est-à-dire, si quelqu'un voit... D'abord, une information doit être vérifiée. Si une information, et même ceci, par exemple, peut être une fausse information. Une information passe dans un réseau social, tout de suite ça passe à la radio, à la télé. Les informations doivent être vérifiées par plusieurs sources. Et je pense qu'en tant que journaliste, vous le savez beaucoup mieux Oui, que et moi. on le fait, on a Et des normes donc, à respecter, nous, mais les citoyens n'ont pas ces normes. ah, les citoyens n'ont pas les normes, mais il faut qu'ils creusent dans leur logique et d'imiter justement les journalistes qui ont des normes strictes Mhm. et éthiques aussi surtout. Donc, c'est une question de réflexion. Il faut que le citoyen commence à réfléchir et prendre ça plus sérieux et ne pas juste accepter ce qu'il voit devant soi en 5 secondes. Oui, et tout Il faut poser partager des sans questions et vérifier. il faut Mhm. réfléchir. Oui. Absolument, et tout partager sans vérifier, Mhm. c'est tout à fait ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On a pris des notes, tous autant qu'on est. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de GlobeX Data, une firme spécialisée justement dans la sécurité numérique à Vancouver. Alain Guiailly, un vrai plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Avec grand plaisir et que le meilleur candidat gagne. De façon honnête. De façon honnête, absolument. À la Au revoir. prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.